Bory, on parle aussi de l'Argentine. Vous avez réalisé vos premières ventes de carbonate de lithium, donc produit dans votre usine en Argentine. On sent que c'est un motif, à juste titre d'ailleurs, de satisfaction. Hein. Alors ça, c'est un beau motif de satisfaction. D'abord, c'est une première industrielle. Faut expliquer. Alors oui, exactement. Donc nous avons pour le commun des mortels. Hein. Nous avons un procédé qui est dit un procédé d'extraction directe, hein, le lithium que l'on extrait lithium, en pardon, je Argentine. coupe, qui sert pour les batteries électriques notamment. Voilà, donc on parle de batteries lithium-ion. Ouais. D'ailleurs, que ce soit des batteries dites LFP, lithium fer phosphate, qui sont aujourd'hui les batteries qui sont en croissance en Chine, ou les batteries dites NMC, nickel, manganèse, cobalt, elles ont toutes du lithium et elles ont toutes une quantité importante de lithium. Donc le lithium est nécessaire au stockage de l'énergie. Et donc ce lithium en Argentine, il est extrait à partir de saumure qui se trouve donc dans les salars. Donc on pompe cette saumure et la méthode traditionnelle, qui est d'ailleurs beaucoup utilisée au Chili et aussi en Argentine, c'est une méthode d'évaporation directe. Donc c'est la méthode des marais salants. Vous pompez, vous mettez ça dans des grands bassins, vous faites évaporer l'eau et puis vous traitez le sel restant dans lequel il y a du lithium. Le problème de ce procédé, c'est qu'il est énormément consommateur de la ressource en eau, parce qu'on fait évaporer toute cette eau, et puis il a un rendement assez faible, entre 50 et 60% de rendement, c'est-à-dire que vous n'arrivez à récupérer que 50 ou 60% de ce que vous avez extrait en lithium. Notre procédé d'extraction directe, c'est un procédé qui extrait la saumure, le fait passer dans des granulés, dans des colonnes, donc c'est un procédé hydrométallurgique, et qui absorbe le lithium de la saumure, et la saumure est remise dans le salar, dépourvu de son lithium, et après le lithium, il y a tout un procédé de raffinage qui se fait donc dans une usine sur place. On sort directement à 4000 mètres d'altitude du carbonate de lithium, qualité batterie, qui est vendu à des fabricants de batteries. Donc ce procédé est un procédé, c'est la première fois dans le monde occidental, c'est la première fois au Chili ou en Argentine que ce procédé est utilisé à l'échelle industrielle, et ça marche. Nous sommes contents de montrer que le procédé fonctionne. Nous sommes en train de monter l'usine à pleine capacité. Nous espérons donc être à pleine capacité au courant du second semestre de cette année. Ce sont des usines assez complexes, mais aujourd'hui le procédé marche et donc il est à la fois économe de la ressource en lithium et de la ressource en eau, donc plus responsable, je dirais écologiquement, avec beaucoup moins d'emprise au sol, puisque c'est une usine assez ramassée par rapport aux grandes emprises au sol de l'évaporation, et donc socialement et environnementalement, plus responsable. Du lithium en France, en Alsace, on en est où? Alors, en Alsace, on a aussi effectivement des saumures, mais beaucoup plus profonds. Hein. Donc, au Chili ou en Argentine, elles sont à peu près à 300 mètres. Donc, les puits sont assez faciles d'accès. Donc, en Alsace, c'est plutôt à 2 km, disons. Et aujourd'hui, il y a de l'extraction de ces saumures pour leur chaleur, puisqu'elles sont donc très profondes, donc elles sont chaudes. Et donc, aujourd'hui, on les extrait pour la géothermie. C'est ce que fait notre partenaire Électricité de Strasbourg. Aujourd'hui, ils extraient ces saumures pour la chaleur. Et donc l'idée, c'est de dire ces saumures qui contiennent aussi du lithium, alors en quantité bien moindre que ce qu'on trouve en Argentine ou au Chili, mais comme elles sont déjà extraites pour leur chaleur, l'idée c'est donc, une fois qu'on a extrait la chaleur, d'extraire le lithium avant de réinjecter donc, la saumure dans le sol. Donc le procédé que nous avons mis au point, sur lequel nous avons des brevets qui marchent en Argentine, marche aussi sur les saumures alsaciennes. Maintenant, on est en phase de développement, je dirais, du modèle économique. Il faut trouver un modèle économique. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir du lithium? Alors, il faut voir à quelle vitesse. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On est plutôt sur la fin de la décennie, je dirais 2029. Avec quel potentiel? On ne va pas tendre vers l'autonomie stratégique avec... Non, on va... Alors, de la France peut-être, de l'Europe... De l'Europe, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'en faire, tout dépend le nombre de puits Moi, je parlais en Alsace. qu'on sera autorisé à faire en Alsace. Hein. Mais il y a potentiellement le potentiel en Alsace de servir l'ensemble du marché français
de véhicules, si tous les véhicules devenaient électriques. Donc on pourrait avoir une autonomie de la France. Ce qu'il faut démontrer, c'est le modèle économique maintenant, hein, parce que ça réclame une intensité capitalistique bien plus forte, puisque globalement les saumures sont 2 à 3 fois moins concentrées qu'elles ne sont en Argentine. Donc il faut une usine 2 à 3 fois plus grosse pour produire la même quantité de lithium. Donc on est en train de travailler le modèle économique, mais en termes de ressources et de procédés techniques, je dirais, ça marche. Lithium donc, dont on se sert pour les voitures électriques. Et en même temps, le marché des autos, de la voiture, ne se développe pas aussi vite que prévu. C'est un frein aussi pour... Alors, ça, vous avez une vision très française ou européenne des choses. Mais même en Europe, hein, le premier trimestre, on est sur des taux de croissance qui sont à 2 chiffres, proches de 20% en Europe. Pour les ventes de voitures électriques ? Ventes de voitures électriques et hybrides, qui ont aussi des batteries, qui sont des batteries lithium sur ces voitures-là. Au niveau mondial, il faut quand même savoir qu'en 2024, une voiture sur 5 était électrique, 17 millions de véhicules vendus, qu'on estime qu'en 2025, une voiture sur 4 sera électrique, donc c'est plus 20% de croissance d'une année sur l'autre. En 2024, c'était plus 26% par rapport à 2023. Donc j'entendais fin 2024, le marché ne va pas si bien, plus 26%. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup de marchés qui font ça. Donc en fait, la voiture électrique dans le monde, et notamment en Chine, se porte très bien. Et en Chine, le taux de pénétration du véhicule électrique aujourd'hui est supérieur à 55%. Donc plus d'un véhicule sur 2 vendu en Chine est électrique. Et votre lithium est vendu à des constructeurs chinois. Et aujourd'hui, on vend notre carbonate de lithium à des constructeurs chinois parce que non seulement le véhicule électrique est très vendu en Chine, mais la Chine exporte des batteries et exporte des matériaux pour batteries. Aujourd'hui, 100% des batteries LFP dans le monde sont faites en Chine. Et les 2 tiers des batteries que je disais NMC sont faites en Chine. Et le reste, c'est la Corée et un tout petit peu le Japon. Donc, en fait, c'est un marché aujourd'hui essentiellement asiatique. On a, je dirais, quelques pourcents qui sont faits en Europe aujourd'hui, donc au niveau des batteries, mais pas encore sur les matériaux pour alimenter ces batteries qui sont un monopole asiatique et essentiellement chinois. Est-ce qu'on peut dire qu'Eramet aujourd'hui, au travers de ce qu'on a dit sur le lithium, on a parlé lithium, on a parlé manganèse, on a parlé aussi nickel, non, on va pas parler encore du nickel, mais est-ce que Eramet aujourd'hui est une importance stratégique pour la France ? Alors, Eramet est un des derniers, si ce n'est d'ailleurs dans les secteurs dits des métaux critiques, si j'exclus l'uranium, qui est un métier très spécifique, on est le dernier mineur en Europe continentale. Donc, de ce point de vue-là, avoir Eramet en Europe est un avantage stratégique pour l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe le reconnaît bien. On est régulièrement donc, consulté et mêlé à toutes les réflexions stratégiques de l'Europe sur les matériaux critiques. Le gouvernement français, qui est d'ailleurs actionnaire d'Eramet à 27%, est en plein soutien du développement du groupe. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de l'intérêt stratégique d'Eramet pour l'Europe et pour la France notamment. Bon, maintenant, on sait que les minerais sont là où la nature les a mises, c'est-à-dire essentiellement hors d'Europe. Et d'ailleurs, les objectifs 2030 de l'Europe en matière... Extraire sur son sol 10% des métaux consommés d'ici... Ce qui est déjà ambitieux, puisqu'on en est loin, donc il faut déjà y arriver. Et puis, ça veut dire que 90% seront importés d'ailleurs. Donc là, et là, les grands enjeux, c'est la sécurisation des approvisionnements. Exactement. C'est de sécuriser les approvisionnements dans les pays dans lesquels on trouve ces métaux. Et là, avoir des entreprises européennes ou des entreprises alliées à l'Europe qui sont opératrices dans ces pays-là et qui détiennent des gisements est absolument important. Et ça, c'est tous les accords qui doivent se développer et qui sont en train de se développer. Diplomatie, qu'on appelle ça la diplomatie minérale. Diplomatie économique, diplomatie des matières premières, et il faut vraiment se dépêcher. D'ailleurs, le président Macron était en Indonésie il n'y a pas très longtemps. On a parlé nickel et matières premières. Il est allé au Groenland en allant au Canada. Il a mentionné les accords sur les matières premières. Et donc, je pense qu'il y a une vraie diplomatie qui se met en place sur ces pays qui ne sont ni Chine, ni, je dirais, États-Unis. Mais il faut se dépêcher puisque la Chine, ça fait 20 ans qu'elle sécurise ses matières premières partout dans le monde.
Et les États-Unis se sont rendus compte récemment qu'ils étaient très en retard. Et donc, on a vu Donald Trump avec ses méthodes. Avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, mais avec la RDC, donc la République démocratique du Congo. Il signe aujourd'hui en ce moment un deal, aide militaire contre matières premières au Congo. Il essaye de le faire avec des méthodes un peu plus agressives avec le Groenland. En tout cas, ils ont très bien compris qu'il fallait qu'ils rattrapent leur retard. On a compris ça en France, en Europe. Alors, on l'a compris en France, en Europe. On n'a pas les approvisionnements, encore une fois, en métaux critiques. On n'a pas les mêmes méthodes, donc il faut que on soit plus, je dirais, plus dynamique. Mais je pense que la France, là, a vraiment compris et est un peu fer de lance pour ces accords. La Commission européenne le fait aussi. Aujourd'hui, on a un commissaire en charge qui essaye de multiplier les accords bilatéraux avec l'Amérique latine, avec des pays comme l'Indonésie, avec certains pays africains. Avec des pays fiables. Alors, des pays, en tout cas, est-ce qu'ils sont fiables ou pas, on n'en sait rien. Je pense que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec Trump a créé, en fait, ces pays-là ont réalisé qu'ils avaient une vraie arme. Plutôt que de vendre, je dirais, bêtement leurs matières premières sur le marché libre, ils ont réalisé qu'en fait, ils pouvaient obtenir en échange des choses, qu'ils avaient vraiment une arme géopolitique en ayant des matières premières critiques et qu'il fallait qu'ils jouent cette carte. Et cette carte, bien, ils la jouent en faisant effectivement des accords contre aide militaire, contre financement d'infrastructures, contre beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, ça n'est plus si facile d'avoir accès, je dirais, de façon libre aux matières premières parce que les pays exigent en contrepartie au minimum des investissements sur leur territoire et quelquefois un peu plus comme de l'aide militaire.